Fidèles téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission. DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux en sigle AIDEF. AIDEF, c'est une structure qui milite pour la promotion et la protection de droits fondamentaux. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir pour vous nos invités qui nous viennent de très loin. En tout cas, ils sont là pour discuter avec nous autour de la thématique le plaidoyer sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture en RDC. Et ces thématiques, nous allons l'aborder, comme je le disais tantôt, avec nos invités qui nous viennent de très loin. Il s'agit de Maître Martin Amissa. Bonsoir, Maître, bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, Maître Martin, il est défenseur des droits de l'homme et il est coordonnateur du projet Agir ensemble contre la torture. Et Maître Martin, dans le cadre de ces projets, il n'est pas seul, il travaille avec toute une équipe. À côté de lui, nous avons Maître Olivier Fataki. Bonsoir, Maître Olivier. Bonsoir, Madame la présentatrice. Bienvenue, Maître. Merci bien. Maître Olivier, il est également défenseur de droits de l'homme et il est point focal à la paroisse, plutôt à la province du Sud Kivu, à Uvira. Il est point focal du projet Agir ensemble contre la torture. Mais il n'y a pas que Maître Martin et Maître Olivier, juste là à côté de moi. Nous avons Maître Faustine Abedi. Bonsoir, Maître Faustine. Maître Faustine, elle est aussi membre du consortium dans le cadre du projet Agir ensemble contre la torture. Elle est plutôt vice-présidente de la CAT RDC Chopo. C'est avec nos invités, nous allons discuter autour de la thématique, je rappelle, le plaidoyer sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture en RDC. C'est dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture en conformité avec les engagements internationaux de la RDC que cet atelier organisé par le consortium des organisations de droits humains a eu lieu sous le thème « Agir ensemble contre la torture, le peine et traitement cruel, inhumain et dégradant en RDC ». Après les mots d'ouverture de la représentante du ministre des Droits humains, Guylaine Matabaro, a salué l'initiative de cet atelier et réaffirme l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la torture en RDC. Au nom de son Excellence, Madame Chantal Champ-Moitata, je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la mise en place effective de ce mécanisme. Au sortir de ces assises, le président Bernard Katumba de la CAT revient sur les résolutions prises à travers cet atelier. Qu'à l'issue de ces assises, nous puissions adopter un draft, parce qu'il existe déjà une initiative du ministère des Droits humains, initiative à laquelle nous avons collaboré en amont, qui aujourd'hui est au niveau de la commission des lois du gouvernement. Alors, le travail que nous avons fait aujourd'hui consiste aussi à voir dans quelle mesure cette initiative peut aboutir pour que demain nous ayons effectivement une loi sur ce mécanisme-là. Ces plaidoyers visent à travailler sur comment faire adopter ces mécanismes au niveau du Parlement, la loi sur la prévention de la torture. Chers téléspectateurs, comme vous le savez avec moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous touchons toujours les questions d'actualité. Nous allons essayer de parler d'actualité avec Maître Olivier Fataki, puisqu'il est du site Kivu. On va essayer un tout petit peu de parler de cette question avec lui. Maître Olivier, pouvez-vous faire un petit commentaire par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo par rapport à la guerre? Merci bien pour la parole. Déjà, je m'en vais saluer nos téléspectateurs et également, je m'en vais aussi. Donc, j'ai des pensées pieuses aussi à toutes les victimes qui continuent toujours à succomber sur toute la partie est du territoire national. Et là, j'ai une pensée directe à la population
surtout du site Kivu d'où je viens, parce que moi-même je suis résident d'Uvira et ça fait vraiment depuis le mois de février que Uvira est en train de vivre et de subir des conséquences de guerre qui avaient commencé dans la province du Nord Kivu d'abord. Et puis ça a évolué toujours dans cette province jusqu'à atteindre toute la ville de Goma. Et voilà que la ville de Goma est tombée entre les mains des forces rebelles. Et puis ça ne s'est pas arrêté là, ça a avancé jusqu'à Bukavu. Et voilà, c'est déjà à partir de février que Bukavu s'était tombé. Donc pour ceux-là qui ne maîtrisent pas très bien Bukavu, c'est que c'est une première et une grande ville de la province du Sud Kivu. C'est que Uvira est la deuxième ville. Alors la tendance, lorsque Bukavu était tombé, la tendance c'était que Uvira aussi suive. Mais ça n'a pas été le cas en raison d'une forte résistance de la part de nos voisins FARDC et également des Wazalendo. Mais dans l'entretemps, comme l'ennemi n'a pas réussi à franchir la limite de Kamanyola pour atteindre Uvira, donc c'est-à-dire à Uvira, il y a une situation difficile, telle que la sécurité est maintenue autant par les Wazalendo et également par les FARDC. Et c'est vraiment, ces derniers temps, c'est une cohabitation difficile parce que par moment, même si l'ennemi ne parvient pas à les attaquer tous, mais entre eux, donc les Wazalendo et les FARDC, entre eux, ils s'attaquent. Alors cela donne quand même une mauvaise impression, surtout du côté de la population, non seulement qui se retrouve insécurisée, mais également qui se retrouvent quelque part déçus, parce que les gens qui sont censés veiller sur leur sécurité, ce sont eux qui s'entretuent entre eux, donc là ça inspire un petit sentiment là, de déception de la part de la population. Mais sinon, je peux dire que progressivement, surtout à Uvira, la situation est en train de revenir un peu à la normale, mais tant que Bukavu n'est pas encore libéré, quand je dis libéré, c'est-à-dire récupéré par nos FARDC, tant que Goma également n'est pas encore récupéré, c'est-à-dire que la situation continuera toujours à être volatile. Sur le plan sécuritaire, la situation continuera toujours à être volatile. Merci voilà beaucoup, Maître Olivier. Nous espérons en tout cas la paix va revenir à l'est de la République démocratique du Congo, surtout dans ce coin du pays. Et sans plus tarder, nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet parce que nous courons derrière le temps. Rappelons, nous allons parler sur le plaidoyer pour la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture en RDC. Je suis toujours chez vous, Maître Olivier. Qu'est-ce que signifie le mécanisme national de prévention contre la torture et surtout quelle est sa mission? Parce que nos téléspectateurs voudraient bien avoir une idée sur ce sujet. Merci bien encore pour la parole. En fait, déjà tel que venait de le développer, mécanisme national contre la torture, c'est effectivement, donc en abrégé, ça c'est dit MNP. Donc c'est ça une émanation du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture, qui effectivement à l'article 17 recommande que chaque État partie puisse mettre en place ce genre de mécanismes. Pourquoi ce genre de mécanismes? D'abord parce que l'idée pour un pays en adhérant au protocole facultatif ou aussi du moins à la Convention, c'est pour lutter effectivement contre la torture. Et pour lutter contre la torture, il faut certains actes positifs sur terrain qui puissent aller dans le sens de la prévention. Alors c'est comme ça que ces MNP s'inscrivent dans la logique globale de la prévention des cas de torture. Et c'est pourquoi la mission, ou parmi les missions attendues de ces MNP, il y a notamment l'examen des cas de personnes privées de leur liberté, notamment menant des visites ou autres, pour aboutir à certaines recommandations aux autorités qui sont concernées. Donc ça peut aboutir à des recommandations, ça peut aboutir à des observations. Tout ça pour s'attendre à un résultat qui va dans le sens de l'amélioration des conditions des détenus et qui va dans le sens de prévenir bien sûr les cas de torture et également aussi pour servir de base de la répression des cas de torture. Parce que lorsqu'il y a des cas qui sont documentés, lorsqu'on trouve qu'il y a des abus, donc voilà parmi les éléments qui les autorités chargées de ces MNP pourront transférer aux autorités compétentes. Il y aura aussi des éléments de preuve qui peuvent servir aussi au déclenchement des poursuites contre les auteurs. Donc voilà.
Merci beaucoup, Maître Olivier. Avec vous, nous devons retenir que le MNP est là pour prévenir la torture, mais aussi à travers des visites de monitoring et faire de rapports. Et pourquoi, là, je dois retourner chez Maître Martin. Maître Martin, pourquoi doit-on créer un mécanisme national de prévention de la torture en RDC, surtout indépendant, étant donné que nous avons déjà la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui a aussi son mécanisme. Pourquoi en RDC, il faudrait qu'on ait un mécanisme national de prévention de la torture indépendant? C'est quoi la raison? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je tenais à remercier l'AIDEF pour l'invitation et également, je tenais aussi à saluer nos téléspectateurs, surtout ceux qui vivent à l'est de la RDC, qui subissent des actes de torture sans raison. Alors, s'il faut revenir à votre question, je pense que l'idée de l'OPCAT, c'est-à-dire du protocole des Nations Unies contre la torture, c'est de voir que la RDC, qui a ratifié les 10 protocoles, mette en place un mécanisme qui soit indépendant. C'est-à-dire un mécanisme qui ne doit pas dépendre de l'État. C'est-à-dire un mécanisme créé par une loi et dans cette loi, il y aura les animateurs ou encore l'organisation, le fonctionnement, c'est régi par la loi. Alors, oui, vous avez évoqué le cas de tentative ou encore le MNP qui est établi au niveau de la CNDH. Ce n'est pas un mécanisme qui est indépendant puisque ça dépend de la CNDH. La CNDH, comme vous le savez, c'est une institution de l'État. Le CNDH dépend globalement de l'État. Alors que le MNP doit répondre aux prescrits de l'OPCAT, comme ça a été mentionné. C'est comme ça que vous verrez qu'il n'y a pas un mécanisme ou encore un MNP qui est indépendant et que il faut vraiment une mise en place d'un mécanisme qui soit indépendant. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le mécanisme qu'il y a au niveau de la CNDH n'est pas indépendant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des défis ou encore il y a des obstacles par rapport à cette mise en œuvre effective. Donc là, je me tourne vers Maître Faustine. Maître Faustine, quels sont alors les défis ou encore les difficultés rencontrées pour la création d'un MNP conforme au protocole facultatif en RDC? Par rapport à ce que vient de dire Maître Martin, la création du mécanisme national de prévention de la torture connaît de sérieuses difficultés. Vous allez constater qu'actuellement, la création du MNP est bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a certains qui veulent à ce que ces mécanismes dépendent totalement du CNDH, alors que la CNDH est une institution publique. Et ce qui ferait à ce que ces mécanismes ne soient pas indépendants. Et un autre courant veut à ce que le MNP soit créé indépendamment de la CNDH et qu'elle suive le principe ad hoc et qu'elle soit indépendante. C'est pourquoi vous allez constater que jusqu'à présent, la RDC n'a pas un mécanisme national de prévention de la torture. Ça n'existait pas. Ça, c'est la plus grande difficulté. Donc, la plus grande difficulté, c'est au niveau de la CNDH où vous pensez que le processus est bloqué. Maître Olivier, avez-vous un ajout à faire par rapport aux difficultés ou encore aux obstacles que nous rencontrons pour la mise en œuvre effective du MNP en RDC? Effectivement, la difficulté majeure, c'est celle que Maître Faustine vient de soulever. Mais au-delà de ça, il y a aussi lieu de dire que les MNP, tels que nous l'avons dit tantôt, ça tire son émanation du protocole facultatif à la convention contre la torture. Alors, s'il est vrai que cette convention est déjà ratifiée par les pays, je dirais également aussi qu'il est vrai que les pays ont déjà aussi adhéré au protocole facultatif. Mais c'est à déjà encore pour qu'il soit confirmé, il faut qu'il y ait aussi une ratification. Parce que déjà, le protocole lui-même, il est clair, c'est-à-dire qu'une année après la ratification,
les pays doivent faire tout pour mettre en œuvre les MNP. Alors aujourd'hui, nous sommes au stade où il est vrai que les courants idéologiques, certains, donc sur le plan idéologique, certains voudraient que ça soit indépendant, d'autres voudraient que ça soit sous surveillance des CNDH. Alors l'autre difficulté, et non la moindre, serait que les pays aussi avancent un autre pas vers la ratification de ces protocoles-là. Merci beaucoup, Maître Olivier. Mais Maître Martin, je voudrais bien revenir vers vous. Oui, il y a des difficultés au niveau de la CNDH où le processus est bloqué, où on a un mécanisme où la CNDH veut qu'il soit le seul ou elle soit la seule à pouvoir avoir ce mécanisme. Mais pensez-vous qu'il y a deux atouts quand même qui donnent espoir qu'un jour la République démocratique du Congo aura un mécanisme national de prévention de la torture indépendant? Oui, merci. Je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que, comme vous le savez, l'année passée, il y a les acteurs de la société civile, dont également, je vois, les membres de l'AIDEF aussi font partie. Il y a aussi les membres de l'organisation comme ACAT, dont nous faisons partie, aussi ont participé à cet atelier. C'est-à-dire, il y a un atelier qui a mis ensemble les différents acteurs autour de cette question de la mise en place d'un mécanisme. C'est-à-dire le processus commence toujours quelque part et puis ça évolue. Alors, dans ces assises-là de l'année passée, les acteurs ont élaboré, que je peux qualifier un draft, qui doit servir d'un instrument comme un avant-projet de loi afin de suivre maintenant les cours normaux, c'est-à-dire aller au niveau de la commission des lois, le ministère des droits humains, afin d'être présenté au niveau du Conseil des ministres et après l'adoption au niveau du Conseil des ministres, aller au Parlement pour sa promulgation. Et Maître Faustine l'a dit, c'est autour de ce processus qu'il y a à un certain niveau des blocages ou encore des défis qu'il faut surmonter. Alors pour surmonter, il faut nécessairement aussi l'engagement de tout et chacun, c'est-à-dire chaque acteur doit véritablement jouer son rôle, que ce soit la société civile, que ce soit les gouvernements, que ce soit également le Parlement. Chacun doit véritablement jouer son rôle pour que la mise en œuvre de ces MNP soit effective. Ok, donc qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir à ce niveau? Le processus, c'est vraiment à quel niveau on doit retenir qu'aujourd'hui, vous avez dit que nous sommes encore au niveau du draft et tout, mais qu'est-ce qu'on doit conclure par rapport au processus? C'est à quel niveau? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que sous l'initiative du ministère des Droits humains, il y a un document qui a été mis en place. Et ce document, c'est comme un acte préparatoire, c'est-à-dire qu'il prépare les projets de loi qui doit mettre en place les MNP. Et maintenant, à l'heure actuelle, je peux dire que ce document est au niveau du ministère des Droits humains. Alors, le ministère des Droits humains, maintenant, sous la houlette de son Excellence, Madame le ministre des Droits humains, doit maintenant suivre les cours normaux pour que cela soit au niveau soit présenté au niveau du Conseil des ministres. Donc, je peux dire que le document est encore au niveau du ministère des Droits humains. D'accord, Maître Martin, merci beaucoup. Nos chers téléspectateurs doivent retenir que le MNP, c'est un mécanisme, comme vous l'avez dit, national de prévention qui est indépendant et ce mécanisme doit être créé par la loi. Par contre, au niveau de la CNDH, le mécanisme qui est là-bas a été créé sur base d'un règlement intérieur, donc ce qui veut dire que cela n'est pas indépendant. Et aussi, le mécanisme national de prévention de la torture doit être national. Par contre, la CNDH n'est pas nationale, c'est ce que nous devrons retenir. Et le MNP, étant une institution nationale, doit dépendre du budget de l'État et d'un personnel indépendant. Et nous savons aussi que dernièrement, vous avez tenu
un atelier de plaidoyer autour de ces mêmes plaidoyers sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention contre la torture. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de ce qui a été cet atelier-là et faire un petit briefing du projet Agir ensemble contre la torture, étant donné que j'ai reçu le membre des 5 consortiums, avant de passer aux recommandations? Merci beaucoup. D'abord, je vais retracer l'historique de ces projets. En fait, le projet, c'est un projet qui est mis en œuvre par 4 organisations. Il y a l'AIDEF, il y a ACAT, il y a également Akizang, il y a aussi Pax Christ Uvira. Alors, ces 4 organisations ont soumis un projet, et le projet avait comme objectif de pouvoir créer un mécanisme, des observatoires au niveau de chaque province concernée par le projet, afin de commencer à faire le travail que devrait faire un MNP. C'est-à-dire, à l'absence d'MNP, les 4 organisations ont mis en place des observatoires pour commencer à faire la documentation, donc les visites au niveau de chaque prison, et aussi documenter les cas afin de faire des rapports. Alors, à la suite, à la fin du projet, le consortium devait établir une note de plaidoyer, donc devait mettre en place un outil ou une note de plaidoyer afin d'inciter ou de ramener l'État à mettre en place les recommandations qui ont été formulées depuis 2019. C'est comme ça que le projet a été mis en place, et les différentes organisations du consortium ont effectué des visites, et il y a eu même un rapport qui a été présenté aux participants. Et maintenant, on devait aussi faire un plaidoyer pour que le MNP soit mis en place. C'est comme ça que le projet a été mis en place. Merci beaucoup, cher coordonnateur. En tout cas, nous espérons que ce plaidoyer va aboutir ensemble avec les autres organisations de la société civile. Nous espérons qu'en République démocratique du Congo, nous aurons enfin un mécanisme national de prévention de la torture qui sera indépendant, qui sera créé par une loi. Chers invités, vous comprenez avec moi que nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission, mais nous ne pouvons pas quand même finir cette émission sans pour autant qu'il y ait de recommandations qui viennent de la part du consortium et aussi des autres organisations de la société civile. Maître Olivier, je commence par vous. Les recommandations par rapport au consortium quant à la mise en place d'un MNP indépendant en RDC. Alors, déjà par rapport au consortium, donc avant peut-être de faire des recommandations, il faut aussi d'abord commencer par féliciter les consortiums pour le travail abattu, parce que ça allait dans le sens de monitorer, donc de faire des visites en des lieux de prison. C'est pourquoi j'ai dit que ces monitoring peut-être s'inscrivaient dans le cadre de la durée du projet qui était d'1 année. C'est pourquoi la recommandation à faire aux membres de ces consortiums, c'est de dire que la fin de ces projets ne soit pas non plus la fin de ces genres de missions d'observation dans des maisons carcérales. Donc j'aurais bien souhaité que ces organisations membres du consortium poursuivent toujours ces genres de visites dans des prisons. De deux également, les plaidoyers à faire, le plaidoyer qui vient d'être fait il y a 2 jours, ici à Kinshasa, c'est effectivement une activité qui a été réalisé pour qu'on s'attende à un résultat positif. Et si jamais ça n'est pas suivi d'un résultat positif, les membres du consortium ne devaient pas avoir des bras croisés. Et je les recommande aussi à poursuivre d'autres activités pour booster et voir si ça peut finalement arriver à être une réalité. Voilà. Merci beaucoup. Nous espérons que ça sera une réalité. Maître Martin, un mot de la fin, ou si vous avez des recommandations à faire par rapport à la mise en place d'un MNP indépendant en RDC. Oui, merci beaucoup. Les recommandations vont dans le sens de pouvoir obtenir ce qu'on a besoin, c'est-à-dire, je m'excuse, c'est-à-dire la mise en place de ces MNP. Alors, ici,
la mise en place de ces MNP appelle l'implication de chaque partie prenante. C'est-à-dire il y a la société civile, il y a également le gouvernement qui doit intervenir, il y a aussi le Parlement. Et aussi c'est comme ça que nous demandons que chacun puisse s'impliquer dans la mesure du possible et aussi selon ses compétences ou son niveau, afin que nous ayons ces mécanismes-là. Et aussi, avant, on peut peut-être avoir ces mécanismes, mais l'État, beaucoup plus le gouvernement, doit songer à la situation des détenus. Puisque partout où nous avons passé, les détenus sont dans des conditions infrahumaines, même je peux le dire, parce qu'il n'y a pas une prison que nous pouvons dire en RDC, une prison où on peut dire c'est un lieu où les détenus sont gardés dans des meilleures conditions. Toutes ces prisons, tous ces cachots sont dans un état de délabrement ou soit de surpopulation carcérale indescriptible. C'est comme ça que le gouvernement doit songer à l'alimentation des détenus, à l'hygiène et également aux soins de santé où les détenus souffrent, surtout dans des zones où il y a des épidémies et c'est compliqué. Voilà ce que je pouvais dire comme recommandation. Merci beaucoup, Maître Martin, parce que, étant donné que les détenus sont dans ces genres de conditions, c'est aussi une forme de torture. Cette surpopulation, ils sont dans des conditions inhumaines, c'est aussi une forme de torture. Nous espérons vraiment que le gouvernement va aussi avoir un regard sur les conditions des détenus. Et nous, en tant que membres de la société civile, nous n'allons pas croiser le bras. Nous allons toujours continuer à travailler, à mener de plaidoyer pour cette amélioration. Maître Faustine, un mot de la fin ou encore de recommandations sur la mise en place d'un MNP indépendant en RDC. Oui, pour les recommandations, je pense que les collègues viennent de les soulever parce que c'est ce qui nous tient à cœur. Et peut-être le mot de la fin serait le remerciement. Nous remercions cette initiative parce que grâce à cette initiative, ça permet aux téléspectateurs de connaître ce que c'est le MNP, la mission qu'elle poursuit, les difficultés qu'elle rencontre pour sa création, mais aussi les recommandations qui viennent d'être formulées. En tout cas, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Maître Faustine. Merci beaucoup à nos chers invités. Comme je le disais tantôt, ils nous viennent de très loin. Ils sont venus, pour le Zin, ils sont venus de Kisangani, précisément à la Chopo. Et il y a également Maître Olivier qui nous vient du site Kivu, précisément à Uvira. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. C'était pour nous un honneur de pouvoir partager ces plateaux pour discuter du mécanisme national de prévention de la torture en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était la DH à la portée de tous. Tout le droit de l'homme à la portée de tous. Une émission, comme vous le savez bien, de l'Alliance pour l'universalité de droits fondamentaux, en sigle AIDEF, cette structure qui milite pour la promotion et la protection de droits fondamentaux. Cette émission est présentée par Maître Jaël Manzambi et diffusée sur la RTCE chaque lundi et mardi à 15h et chaque vendredi à 18h10. Avant de finir, nous n'allons pas oublier celui qui nous a accompagnés à la technique. On avait M. Roger Chita. Chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement.